Père comme personne. Une série de Nina Hanberg. Épisode 6. Père, mon père. On ne rencontre jamais Père complètement. Sa vie est faite de strates imperméables les unes aux autres. Dans les années 60, il a été un ado beatnik. Dans les années 70, c'était un jeune adulte qui s'est lancé sur les routes du monde. Au tournant des années 80, il est devenu un trafiquant de drogue en cavale. Ensuite, il a tenté de se ranger. Il a exercé un travail social qui lui tenait à cœur. Il a fondé une famille. Et au milieu des années 90, désespéré, il a pris le large. Voilà, on peut toujours essayer de le résumer comme ça. Il me fait penser à un autre père, Père Gunt. C'est le héros d'une pièce d'Ibsen. Voilà enlevé la couche supérieure. C'est l'homme naufragé sur l'épave de la Yule. Il est un oignon. Chaque pelure est une facette de lui, et on ne trouve jamais le noyau. Plus à l'intérieur, nous avons ici le moi du chercheur d'or, de celui qu'on est parti. Et voici le prophète, frais et juteux. Il pue le mensonge à faire pleurer un honnête homme. Cette pelure qui s'enroule mollement, c'est le maître qui vécut dans la joie et la liesse. La suivante semble malade. Elle porte des traits noirs. Ceux qui ont rencontré Père ne l'ont connu que pour celui qu'il était, au moment où leurs chemins se croisaient. Plus ou moins longtemps. Incroyable la quantité de couches. Le noyau ne va-t-il pas apparaître un jour? Par Dieu, non, il n'en a pas. Jusque tout au milieu, tout n'est que pelure. Seulement de plus en plus petite. Dans les affaires de Père, je retrouve une pochette en cuir avec des motifs psychédéliques. À l'intérieur, il y a ces 8 passeports couvrant la période 71 à 82. Consulat royal thaïlandais à Copenhague, 23 février 1971. Visa de tourisme, ambassade royale du Laos à Bangkok. Autorisé à rester en Malaisie jusqu'au 3 avril 1973. Arrivé à Katmandou le 12 juin 1971. Ambassade royale Thaï à Bruxelles. Bon pour 3 voyages en Thaïlande avant le 13 mars 1976. Service de la police d'immigration. Singapour, le 15 avril 1974. 1973. Le titulaire devra quitter le territoire du Laos Hong Kong, le 3 janvier 31 mai 1977. 1981. Casablanca, Agadir, novembre 1978. Ils sont tous pleins, sauf le dernier. Consulat royal du Népal à Colombo, 9 février 1982. Allemagne de l'Est, mars 1982. Puis, plus rien. C'est à ce moment-là qu'il a dû être arrêté et mis en prison. Je retrouve aussi la fameuse pellicule qui était dans son appareil photo, parmi ses effets personnels abandonnés sur la falaise de Saint-Ives. Il n'y a que des photos de mers déchaînées et de falaises escarpées. Il aurait voulu maquiller grossièrement sa disparition qu'il n'aurait pas fait autrement. Depuis que tu m'en as reparlé, je me dis qu'il est peut-être encore vivant. Est-ce qu'il est vraiment mort? Quelques semaines avant de disparaître, il m'a dit qu'il voulait partir dans un ashram en Inde. Est-ce qu'il m'a abandonné? En fait, si je puis bien, ils l'ont jamais trouvé son corps. Et ils l'ont cherché en mer ou pas? Est-ce qu'il est reparti vivre une autre vie? Non mais pardon, hein, c'est juste que Moi je suis sûre qu'il est vivant. Est-ce qu'il va revenir? Ah oui, ça se trouve, il est encore là. On sait pas où il est. Est-ce qu'un jour je vais le croiser dans la rue par hasard? Avec Père, tout est possible. 10-50 à destination de Copenhague. Vous avez tourné 2 heures de passagers du vol à Bangkok se présenter porte F51 avec la culture des banques. Merci. Je pars au Danemark, là où vit la famille de Père et quelques-uns de ses anciens amis. Bon ça y est, je suis enfin arrivée devant la porte d'embarquement. Ça a été galère de venir. J'ai eu peur de rater l'avion parce que j'avais oublié mon casque chez moi. Et du coup, je suis repassée le chercher, quoi. Donc voilà, j'ai repris le métro dans l'autre sens et tout. Mais c'est bon, je suis à l'heure. Et donc l'avion part dans à peu près un quart d'heure pour Copenhague. Je ne peux pas rencontrer Ole.
Il est en Argentine. Je viens de retrouver la trace d'un passereau que toute la communauté scientifique pensait disparu. Je vais prouver que ces oiseaux habitent encore le sud des Andes, qui sont encore bien vivants. En prévision de mon voyage, j'ai contacté 2 autres anciennes connaissances de père, dont Ole et Martina m'ont parlé. Et allô? Yeah, hello. I am Nina Almberg. Jawohl. I am Per Almberg daughter. L'un d'entre eux m'a carrément raccroché au nez. 5 fois de suite. Je suis arrivée à Copenhague hier soir. Et il est 10h du matin. Dans une demi-heure, j'ai rendez-vous avec Martina. Donc j'étais un peu en avance, donc je suis allée me promener au bord de la mer. Et je me suis mis là pour enregistrer un son de la mer plutôt que d'entendre les voitures, mais j'ai l'impression qu'on entend quand même les voitures. Voilà, il fait super gris, mais bon, je pensais qu'il allait faire nuit encore plus tôt. Je rencontre Martina sur un parking. Quand je pense que j'avais un moment essayé de l'enregistrer, je vois bien que j'étais complètement à côté de la plaque. Pour ma défense, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a appartenu à une mafia quelconque. Enfin, pas la première fois puisque j'ai quand même vécu 6 ans avec Père, mais la première fois que je rencontre quelqu'un d'une mafia en toute connaissance de cause. Elle sort en trompe de sa voiture. C'est une petite dame de 65 ans. Elle se tient toute droite sur des bottes à talons bon marché. Elle porte un grand manteau un peu râpé et un chapeau de fourrure de renard, en mode Davy Crockett, mais chic. Jusque-là, je me faisais ma petite fiction. Je trouvais ça presque drôle. Mais en rencontrant cette dame en vrai, je réalise que je peux poser des problèmes en ravivant cette histoire. Parce que certaines des fermes de haches au Moyen-Orient et en Asie existent toujours. Parce que certains complices sont passés entre les mailles du filet et continuent à faire profil bas. Le copain de l'époque de Martina, il a été arrêté et incarcéré. De son côté, elle a vécu une vie de cavale. D'ailleurs, pendant notre rendez-vous, elle est tout le temps en mouvement. Elle veut traverser tout Copenhague en voiture, faire une longue marche sur la plage. Je me dis c'est fou. Elle tient pas en place. En fait, elle est restée en cavale. Et puis cette histoire m'apparaît brutalement dans sa dimension la plus tragique. Avec Martina, j'ai l'impression de voir Père s'il était resté vivant. Quelqu'un de déchiré par la culpabilité, hanté par son passé. On parle de tous les morts, des internements en hôpital psychiatrique, des amis qui ne peuvent plus se parler. Cela n'a plus rien de flamboyant. Quelques jours plus tard, elle me laisse un message qui me bouleverse. Je comprends que Père se soit suicidé. Moi, si j'avais eu le courage, j'aurais fait pareil. C'est comme si le film s'arrêtait de tourner. Tout est vrai. Et d'ailleurs, ce podcast que j'ai tourné comme une fiction finit dans la réalité. Il bruine sans arrêt et il fait nuit à 15h30. Ça n'empêche pas des Danois géants de faire du footing sur des polders en combinaison néoprène. Je réalise que je sais peu de choses sur l'enfance de Père. Je sais à peine qui sont ses parents, mes grands-parents, où il a vécu petit. Je sais qu'il a eu la polio alors qu'il était tout bébé. C'est une maladie qui paralyse les muscles. Il a dû passer de longs mois à l'hôpital, à l'isolement. Il a eu tout un tas d'opérations, de la rééducation. Ses parents n'ont pas supporté qu'il soit malade. Leurs enfants, c'était leur rêve d'ascension sociale. Et Père, avec la polio, il faisait un peu de tâches sur la photo de famille. Je le sais parce qu'il a écrit là-dessus dans ses fameux carnets. Je voudrais m'en aller, mais où que je sois, il y a des gens qui me poursuivent. Mon handicap fait de moi une cible visible. Je suis désespéré. Je sais aussi que dans toute l'Europe, dans les années 50, de très nombreux enfants ont attrapé la polio.
Martina m'a raconté que parmi les hippies et dans les milieux de la drogue, il y avait souvent d'anciens malades. Peut-être parce qu'ils ont subi des expérimentations médicales parfois violentes, beaucoup ont eu une trajectoire rebelle, voire marginale par la suite. J'avais dû bien faire quelque chose, puisque je réagissais d'une manière qui n'était pas normale. À la fin de sa vie, les douleurs de polio de père sont revenues. Marche, marche, marche. Marche, marche, marche. C'était comme ça dans mon cerveau. Marche. C'était comme ça dans mon cerveau. Une musique de marche de trompette. Une musique de marche de trompette. J'ai rendez-vous avec ma tante Karine. Je ne l'ai pas vue depuis des années. C'était la femme de Jörn, le frère de père. Jörn est mort lui aussi. Et tous les deux nous ont toujours regardés, mon père, ma mère et moi, comme des gens un peu trop spéciaux. La seule chose que Jörn m'a proposé de faire quand père a disparu, c'est d'apporter une benne pour jeter toutes ses affaires. Je suis dans le jardin de Karine et il y a un bateau de pêcheurs qui s'en va pêcher. Il y a plein de mouettes autour de lui. Avec Karine, on retrouve les lettres que père avait écrites à Jörn quand il était au Népal. Cher Jörn, tout va bien. J'aurais bien aimé venir au Danemark cet été, mais c'est cher et pas très excitant, les vacances et la famille. Si Jörn avait été vivant, je ne suis pas sûre qu'il aurait eu grand-chose à me dire. J'espère que tout va bien pour toi, et que tu gardes ton humour et ton optimisme typique des Almberg. Je t'embrasse, ton frère. Karine a retrouvé une mention de la compagne népalaise de père et de leur fille. Cher Jörn, il faut se méfier des flèches de l'amour. Et à ce propos, sache que désormais tu es tonton. Avec Sham Komari, nous avons eu une petite fille adorable, aux yeux bleus. Il ne dit même pas à son frère comment la petite s'appelle. Karine est persuadée que le bébé est mort très peu de temps après sa naissance. Je ne sais pas pourquoi, et je suis incapable d'y croire. So it was the church where you got married and where Pierre and Jörn are confirmed in the church. Ce jour-là, je découvre la banlieue cossue où mes grands-parents s'étaient installés. Ils avaient déménagé du quartier ouvrier de Copenhague, d'où ils étaient originaires, pour essayer de devenir des bourgeois à leur tour. Ils avaient coupé avec leur famille, pas assez ambitieuse à leur goût, et avaient carrément changé de nom de famille pour être sûrs de ne jamais être assimilés à eux. Pourtant, ils n'ont pas réussi à devenir des nantis. Ils n'ont jamais eu beaucoup d'argent et habitaient un petit 2 pièces dans un immeuble avec vue sur mur. Mais au moins, ils avaient la bonne adresse. And that's the wall. And he was so bored with growing up, looking into a wall, and I think that it's one of the reasons that he wanted to live with a view to the sea. Je comprends mieux pourquoi père a eu tant envie de s'en aller. This is where they played. Moi aussi, à sa place, je serais partie. Yeah, this looks boring. This is where Pier's mother is. Père Gunt te salue. He's running towards Étoile rapide. his mother, and she would embrace him. Okay. Sœur. Okay, say that. Now starts Briller, the Danish part. s'éteindre På et den her périr dans un Skivesøen, gouffre. det var her, hvor hun stod på en film, fra da de var børn, Longtemps, og ventede på, at j'ai han vécu skulle sans komme image de løbende père. ind på den gamle film. Son odeur, sa voix, sa démarche, Armene udbredt og tager imod. toutes ces petites choses qui forment des souvenirs m'étaient inconnues. End of Danish. Je connaissais son absence. Point. Alors je le cherchais partout. N'y a-t-il personne dans tout ce fourmillement? Dans la rue, je marchais toujours attentive. Personne dans l'abîme? Il était peut-être dans le coin. Personne dans le ciel? J'allais peut-être le retrouver. Oh, terre délicieuse. Il allait tout m'expliquer. Je veux monter haut sur le pic le plus abrupt. Évidemment, ça n'était pas possible, mais j'avais du mal à m'y résoudre. Je veux voir encore le soleil se lever, me fatiguer à regarder la terre promise. Père est mort pour moi il y a maintenant 25 ans. Ne jamais voir jusque-là. S'il vit encore quelque part, dans un ashram d'une vallée népalaise ou dans une banlieue anonyme d'une grande ville, Il y a désert et dévastation. ce n'est plus mon histoire. J'ai peur d'être mort longtemps avant de mourir. Pour arrêter de me faire des films, il fallait que je fabrique ma fiction. Que j'en façonne les personnages. Ole, Martina, ma mère. Que je comprenne pourquoi père les avait tous autant marqués. Que j'accepte son roman inachevé. Et que j'en choisisse une fin.
On pourra écrire là-haut, ici ne gît personne. arteradio.com. Et ensuite, après, advienne que pourra.